à vous tous, mes chers collègues. Cette année 2019 a vu se tenir les élections européennes et la foire d'empoigne qu'a constitué la sélection des postes clés de l'Union européenne. Ces candidatures ne sont évidemment pas soumises au peuple, mais elles relèvent d'une tambouille diplomatique du plus mauvais effet sur les citoyens européens. Et donc, pendant que les salons bruxellois chauffaient pour remplacer la présidence de la Commission, celle du Conseil européen, du poste de haut représentant de l'Union européenne ou encore de président de la Banque centrale européenne, les citoyens européens, eux, contemplaient ce triste spectacle. Spectacle qui se poursuit d'ailleurs en ce moment au Parlement européen. Qu'on se le dise, notre Union européenne est dans une impasse totale. Ses dirigeants semblent ne pas comprendre leurs concitoyens tant ils sont coupés du monde. Ces eurodéputés travaillent tant bien que mal avec le peu de pouvoir dont ils disposent. Et les orientations budgétaires de 2019, comme celles d'ailleurs des 7 années à venir, sont au mieux sans intérêt, au pire contre-productives. Les budgets européens sont financés par deux types de ressources propres qui sont de plus en plus déséquilibrées. Il y a les ressources provenant des droits de douane et des cotisations sur le sucre, et il y a celles faisant l'objet d'un prélèvement sur les recettes des États membres. Autrement dit, il y a les ressources que l'Union européenne prélève sur les marchandises qui proviennent de l'extérieur et les ressources que l'Union européenne prélève sur les recettes de ses États membres. Sauf que l'Union européenne a mandat pour négocier et signer des accords de libre-échange. Le dernier en date, le CETA, va d'ailleurs faire très mal. Or, ces accords de libre-échange incluent systématiquement la suppression de ces droits de douane. L'Union européenne s'aborde donc ses recettes à chaque accord que la majorité, ici, dans l'hémicycle, ratifie ensuite à tous les coups. Et on va voir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, le Japon, le Canada, le Mercosur, certainement que tout y passera. Alors que ces droits de douane apportaient près de 30% du budget de l'Union européenne dans les années 80, elles n'en représentent aujourd'hui que 14%. Et dans le même temps, la part du prélèvement sur recettes des États membres dans le budget de l'Union européenne est passée de 41% dans les années 90 à plus de 70% en 2018. Il y a donc un transfert des droits de douane vers le prélèvement des États. L'Union européenne passe donc d'un financement porté par les entreprises extérieures à un financement porté par les citoyens et les entreprises de l'Union européenne. Cette conception du financement de l'Union européenne n'est plus acceptable et les députés communistes ne cesseront de dénoncer cela. D'autant plus que l'Union européenne impose une austérité à perpétuité avec les critères de Maastricht qui empêchent les États de répondre aux besoins de leur peuple. Pire, elle ne s'impose aucun effort budgétaire de son côté, comme si tout allait bien pour chacun de ses États membres. La mondialisation promue par l'Union européenne a donc bon dos, puisqu'elle est toujours compensée au niveau budgétaire par les États membres. Mais n'oublions pas que c'est cette mondialisation qui met en danger notre planète et toutes les espèces qu'elle abrite. Cette mondialisation qui crée les inégalités et met en concurrence les peuples. Et il est illusoire de croire que toutes les destructions sociales et environnementales qu'elle engendre en Europe seront compensées par les aides de l'Union. La politique de financement de l'Union européenne pose donc de graves problèmes car elle encourage une mondialisation dérégulée en obligeant les États membres à compenser ces choix. Le budget reflète d'ailleurs bien ce cynisme. Comme le démontre très bien ce rapport, le cadre budgétaire 2021-2027 proposera une hausse de plus de 23% de ses dépenses administratives pour les porter à 85 milliards d'euros entre ces dates, passant ces dépenses de 6 à 6,7% des dépenses totales de l'Union européenne. Vu l'utilité de cette union sur le terrain, il semblerait préférable de voir plus d'infirmières, de professeurs, de pompiers, de médecins en France, plutôt que de financer ces postes-là, quitte à faire un choix, celui-là est le nôtre. Car au-delà des débats sur le prélèvement pour 2020, il faut tout de même alerter sur le cadre budgétaire de l'Union européenne 2021-2027, qui va exploser le montant de notre prélèvement de plus de 6 milliards d'euros par an pour compenser le départ du Royaume-Uni, qui n'en finit pas de rebondir, échec après échec. L'année prochaine, nous débattrons sur un prélèvement de recettes de près de 27 milliards d'euros, alors que de nombreux budgets français peinent à augmenter à hauteur, où ils devraient. Je pense notamment à l'aide publique au développement. Voilà que nous trouvons, sans aucun doute, et nous trouverons 7 milliards pour faire plaisir à Bruxelles. Cela n'augure rien de bon, car à la suite du départ du Royaume-Uni, les cartes vont être rebattues, et nous espérons que notre diplomatie saura faire entendre la voix de la France pour pouvoir rendre les contributions budgétaires un peu plus justes. Il y a évidemment la question de la fin des rabais.
où les États négocient avec l'Union européenne les sommes qu'ils donnent, comme l'Allemagne par exemple, et d'autres ont été cités à l'occasion des interventions cet après-midi. Ce système de négociation occulte est insupportable. L'exigence de clarté budgétaire doit être le maître mot de cette réforme. Et d'une manière générale, la transparence du fonctionnement de l'Union européenne et de la relation avec ses États et de la relation avec les peuples qui composent les États de l'Union européenne est une exigence, et la Commission des affaires étrangères, dans un précédent rapport, s'en était fait l'écho. Il y a urgence pour réconcilier les peuples avec cette Union européenne. Il y a urgence à la transparence. L'autre inquiétude concernant cette réforme concerne le relèvement du plafond des ressources propres, qui permettra à l'Union européenne de demander plus de contributions qu'elle ne le fait aujourd'hui. Soyons sérieux et exigeons de laisser ce plafond au même endroit. L'Union européenne est déjà un véritable carcan politique pour les peuples. N'intensifions pas cela. Travaillons plutôt à réduire la mise en concurrence des travailleurs, la mise en concurrence des entreprises, des services publics ou des systèmes sociaux au sein de l'Union européenne, et nous aurons bien avancé, nous aurons fait œuvre utile. Car au niveau budgétaire, l'Union est dispersée et saupoudre ses dépenses au travers des aides budgétaires sans véritablement de but. Et lorsqu'elle a un outil qui est utile et important, comme la PAC, qui aide nos agriculteurs à survivre, elle le brise et le massacre, le déjà si petit côté écologique qui existait. Dommage. À l'inverse, elle se donne des objectifs que personne ne lui a assignés, notamment la nouvelle obsession, et on l'a vu à l'occasion des débats cet après-midi, pour une armée européenne qui, pour autant qu'elle soit souhaitable, encore faut-il le démontrer, n'est de toute façon pas envisageable tant que l'OTAN existera. L'Union s'enorgueillit donc de mettre sur pied un embryon d'armée pour lequel elle va dépenser 27,5 milliards d'euros. Certains voient un char unique, d'autres voient un porte-avions, certes. Mais il n'y a pas, et ils n'y voient pas, ni les uns ni les autres, de visibilité diplomatique. À quoi donc vont servir ces soldats européens, puisque la diplomatie européenne n'existe pas? Même lorsqu'il s'agit de seulement condamner et d'exiger l'arrêt de l'attaque turque dans le Kurdistan syrien, aucune position ferme n'est prise. Donc à quoi servirait une armée qui n'aurait pas de bras, puisque notre Union n'est pas capable de se positionner sur la scène internationale? Par contre, lorsqu'il s'agit des migrations, tout le monde semble d'accord. Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui a pour mission d'aider les États membres à surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, va être littéralement dopée. L'agence travaille avec du personnel des États membres, mais dispose également de ses propres agents. Elle accueille aujourd'hui 2 000 agents. En 2021, ce sera 5 000. En 2027, ce sera 10 000 agents chargés de surveiller les humains aux frontières, dont 3 000 employés directement par elle, pour bâtir une forteresse européenne, avec un budget estimé à 1,3 milliard d'euros pour la période de 2019-2020 et à 11,3 milliards d'euros pour la prochaine période. Cette agence deviendra le bras armé de la politique migratoire européenne. Ce budget et son statut juridique lui permettent même d'intervenir directement sur le terrain, de signer des accords, l'agence de signer des accords avec des pays non membres de l'Union européenne, sans aucun contrôle parlementaire sur son action, et d'acheter en toute opacité du matériel militaire de surveillance. Peu préoccupé par les droits de l'homme, cet agent agit dans l'ombre, sans aucun risque ni contrôle. Comment pouvons-nous nous permettre d'avoir un État dans l'État aussi inquiétant? Comment accepter une telle opacité? Qui contrôle véritablement l'agence Frontex? À qui doit-elle rendre des comptes? Déjà acculée face à de nombreuses accusations d'inaction, face à des violations avérées des droits de l'homme, voire de complicité, cette agence n'est pas digne d'une véritable politique humaniste d'accueil et de gestion des mouvements de population. L'Union européenne doit s'expliquer sur ce sujet. Les députés communistes dénoncent fermement l'existence de cette agence qui démontre l'obsession sécuritaire qui s'est emparée de l'Union européenne. Car il serait plus judicieux et plus courageux de mettre autant de moyens, non pas pour des gardes-côtes qui ont pour mission de ne contrôler que les flux humains, mais pour des douaniers qui, eux, agissent et contrôlent tous les types d'échanges, notamment stupéfiants, vétérinaires ou financiers. Si la même énergie était mise, la même que celle pour pourchasser les migrants en Méditerranée ou pour payer Erdogan, si cette énergie était mise pour lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, ça aurait du sens. Ce serait enfin de l'argent bien utilisé. Le prélèvement sur recettes pour l'Union européenne sert donc une union qui a des valeurs et des buts politiques à l'opposé de ce que les députés communistes défendent au quotidien. Le groupe de la gauche démocrate républicaine votera donc contre cet article.